Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence. Bienvenue à l'École des entrepreneurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jean-Benoît Aubé, je suis directeur des partenariats privés. Aujourd'hui, c'est spécial. Aujourd'hui même, c'est très spécial. On reçoit un grand entrepreneur. Puis, c'est probablement l'ange investisseur le plus connu au Québec. Donc, on est très content. Puis ce projet-là, quand on l'avait pensé, évidemment, on voulait attirer le plus de monde dans l'école. On voulait attirer des grands entrepreneurs, autant des hommes que des femmes. Puis, on voulait aussi le partager à travers le Québec. Puis, aujourd'hui, c'est la première fois qu'on est en aussi grand nombre, non seulement dans la salle, mais à travers le Québec. Puis, j'aimerais saluer les gens de la région de Mégantic. C'est les premiers qui ont embarqué dans le projet. Le mois passé, on a fait un test, savoir si on était capable de faire une web diffusion dans un cinéma. Ça a bien fonctionné. Fait que là, on a décidé d'élargir le projet. Donc, un beau bonjour aux gens de Mégantic. Merci au cinéma de Mégantic et à la Chambre de commerce d'avoir accepté un projet un peu fou. J'aimerais saluer aussi les gens de la région de Thetford Mines, l'espace entrepreneurial. Là, je vais y aller vite là, pour ne pas prendre trop de temps. MRC des Chenaux, Étable Collectif, Sherbrooke, l'Espace Inc., Laurentide, le Fonds d'emprunt, Shawinigan, DigiHub, Longueuil, le Garage et compagnie, Laval, Bureau Loft, Québec, le Camp et à Montréal, on est dans l'Idéal Coworking, ALD 24/7 et l'Esplanade. Donc, tous ces gens vont pouvoir voir la conférence de M. Beauchemin avec nous grâce à l'agence Web Diffusion. On aimerait remercier, évidemment, pour cette conférence-là, l'École des entrepreneurs et les sages, on collabore pour vous offrir la meilleure conférence. Nos grands partenaires, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, qu'on aimerait remercier pour nous permettre de faire des événements de cette ampleur-là. Au niveau des médias sociaux, pour ceux qui veulent partager des éléments de la conférence, notre Internet sans fil, Sage Wi-Fi public, le mot de passe 514-861-7253 et notre mot-clic, hashtag pour ceux qui sont plus anglophones, c'est EEMTL. Avant de passer la parole à André Dorsonance qui va présenter notre conférencier, on aimerait vous parler de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui va avoir lieu du 14 au 17 novembre. Le 14 novembre, on va commencer avec des témoignages d'entrepreneurs. Le premier, c'est François de Gaspé-Beaubien, suivi par Jessica Arnois. Et André Dorsonance va venir aussi parler de son parcours entrepreneurial. Puis vous allez voir quand il va faire la présentation de M. Beauchemin, l'énergie qu'il dégage. Je suis convaincu que ça va vous donner le goût de venir assister à sa conférence. Ensuite de ça, le soir du 14 novembre, on a un Fuck Up Night. Fuck Up Night, c'est comme les Felcam, mais en plus casual, je pourrais dire. Le mercredi 15 novembre, on va parler de l'entreprise de demain, non seulement au niveau technologique, mais au niveau des modèles d'affaires. Le 16 novembre, on va parler de financement. Donc, on commence dans l'avant-midi avec le sociofinancement. Dans l'après-midi, il va y avoir une douzaine d'organismes qui vont venir vous présenter leurs produits-services. Puis le soir, on a un panel de discussion sur le financement, mais pour l'achat d'entreprise. Et le vendredi matin, on a une conférence et une visite chez Google. S'il y en a qui veulent s'inscrire, formation-entrepreneur.com. Toute la programmation, évidemment, se trouve là, tout le détail de la programmation. Sachez qu'à la fin de la conférence, il va y avoir une période de questions pour ceux qui veulent poser des questions à M. Beauchemin. Puis, pour présenter notre conférencier, j'invite le cofondateur, président du conseil et chef de la direction de Druide Informatique, M. André Dorsonance, qui est également le président du conseil d'administration de l'École des entrepreneurs. Bonne conférence. Merci beaucoup, Jean-Benoît. Écoutez, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci d'être avec nous en si grand nombre. Laissez-moi vous présenter notre conférencier. Notre conférencier n'avait que 22 ans lorsqu'il a décidé de se lancer en affaires. Et il l'a fait avec un ami et un impressionnant capital de départ de 40 $. Non, mais quand même, il faut le faire. Ça, c'est en chiffre de 1987. Ça fait que je présume qu'aujourd'hui, ça aurait été comme 128 $ ou quelque chose comme ça. Il a monté une entreprise absolument fulgurante, les logiciels 3Soft. Et c'est d'ailleurs pendant cette croissance fulgurante que j'ai eu la chance de faire la connaissance de Serge. Il a propulsé un paquet d'entreprises dans son sillage, en commençant par le logiciel Antidote, qui est le logiciel phare de Druide Informatique. Écoutez, il a monté son entreprise jusqu'à un chiffre d'affaires de 75 millions en 2004. En 2005, il vendait pour des raisons stratégiques
stratégique à sa principale concurrente, entraînant encore une fois dans son sillage Antidote, parce qu'encore aujourd'hui, Softchoice est le plus grand revendeur de la solution logicielle d'Antidote. Alors là, vous aurez compris pourquoi j'aime beaucoup Serge Beauchemin. Qu'est-ce qu'il a fait depuis 2005? Eh bien, il a acquis de nombreuses entreprises. Dans chacune de ces entreprises-là où il a investi, il investit également de son temps. Il est là avec des conseils stratégiques. Il donne de nombreuses conférences. Il donne de son temps à des hauts dirigeants, tant sur l'entrepreneuriat que sur l'importance de poursuivre ses rêves. Et vous comprendrez pourquoi, évidemment, c'est mon dragon préféré. Mesdames et messieurs, Serge Beauchemin. Quelle présentation. Ah, quand même. Quelle présentation. Merci beaucoup. Alors, wow, c'est toujours très impressionnant et toujours même intimidant de me retrouver devant des gens passionnés d'entrepreneuriat et qui veulent mon savoir, qui veulent m'entendre parler pendant une heure. Je dois aussi vous confier que je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un spécialiste dans un domaine en particulier des affaires. En fait, je suis juste un passionné comme probablement plusieurs d'entre vous. Et à chaque fois, je suis excité de parler de ma passion et toujours bien nerveux de dire comment je vais dire les choses, qu'est-ce que je vais bien leur raconter et qu'est-ce que je vais bien leur donner comme compétences et comme savoir pendant cette prochaine heure, ce prochain 45 minutes. Je dois regarder la caméra une fois de temps en temps, alors coucou à la maison, pour ceux qui sont à distance avec nous. J'ai aucune espèce d'idée combien ils sont. Sont-ils nombreux, pas nombreux? Je ne sais pas non plus. Est-ce que vous avez des idées de combien de gens? On est dans 12 régions différentes. 12 régions. Donc, il y en a au moins 12. Hein? Il y en a une par région. Alors, j'espère qu'il y en a au moins 12 qui ont eu au moins un caméraman derrière la caméra. Alors, écoutez, pour peut-être dégeler l'atmosphère un peu, c'est un sujet un peu aride, la valorisation d'entreprise. On va parler de cash. Alors, peut-être que je peux vous demander des petites questions. Ça va être une période de questions-réponses, mais c'est moi qui vais poser les questions. Alors, combien parmi vous dans la salle, levez la main, je ne verrai pas ceux à la caméra, évidemment, mais levez la main ceux qui sont en affaires pour faire de l'argent. Good. Alors, est-ce que vous avez déjà posé la question d'où ça vient, ça, l'argent? Est-ce qu'il y a des gens qui savent d'où vient l'argent? Levez la main ceux qui connaissent la réponse. Ah, c'est quand même drôle, hein? On veut tous faire de l'argent, on ne sait pas d'où ça vient. Je vais se poser la même question, moi, il y a quelques temps, il y a peut-être quelques années, en fait, une dizaine d'années. Moi aussi, je voulais faire beaucoup d'argent, puis moi aussi, j'en avais déjà popé il y a une dizaine d'années. Et moi aussi, je me posais la question, qu'est-ce qu'on peut faire, d'où ça vient cet argent-là? Et j'ai commencé à chercher la réponse et j'ai été drôlement étonné. Étonné, puis en même temps, je dirais rassuré sur la place de l'argent dans une entreprise et dans nos vies personnelles. Et en fait, l'argent, c'est une invention qui date d'à peu près peut-être 10 000 ans ou plus ou moins. Elle découle directement d'une grande découverte, d'une grande invention que l'humanité a faite il y a environ 10 000 ans. On a appelé cette ère-là, d'ailleurs, l'ère du néolithique. Est-ce qu'il y a des gens qui savent c'est quoi cette grande invention-là qu'on a faite ou cette grande découverte qu'on a faite il y a 10 000 ans? La roue, non? Non? Ça a tout changé, hein? Il y a eu, mettons que l'être humain a vécu pendant 100 000 ans, là, il y a eu 90 000 ans où on a vécu en chasseur-cueilleur, où on se promenait un peu partout, on chassait des mammouths, puis on cueillait des fruits. Puis il y a 10 000 ans, pouf, il s'est passé de quoi? C'est pas le feu. Pas là, non. Non plus, pas le troc. L'agriculture. Je ne sais pas qui a dit l'agriculture, mais c'est l'agriculture. Là, on va dire, voyons, non, Serge, l'agriculture. Oui, oui, oui. Parce qu'avant ça, on chassait le mammouth, puis on suivait les déplacements de troupeaux, et on cueillait les fruits et les légumes qu'on pouvait ramasser à gauche, pas à droite, les racines, et ainsi de suite. Mais on était principalement en mode survie, et on se déplaçait en groupe, parce qu'on a compris qu'en groupe, on était pas mal plus puissant. Même un être humain, pas de poil, tout seul avec un bout de bambou, dans la jungle africaine, c'était pas nécessairement ce qu'il y avait de plus fort, mais en gang, on n'était pas pire. Alors, on avait compris ces deux fondements-là et on a découvert ou inventé, on n'est pas sûr là, si c'est une invention de notre créativité, de notre génie, ou si c'est carrément une découverte du hasard, mais on a découvert l'agriculture. Pourquoi je vous en parle? C'est parce que l'agriculture, essayez de voir ça, là, mais on a commencé, un exemple, à cultiver des carottes. Hein? Et là, on plantait des carottes et du coup, ben là, les carottes, on pouvait s'en servir pour nourrir du petit bétail, donc des chèvres ou des petits animaux qu'on pouvait nourrir. Au lieu de les chasser, on les nourrissait. Alors, on les a mis dans des enclos et on prenait des carottes pour nourrir les animaux. Donc, on n'avait plus besoin de chasser et on est devenu sédentaire. Et en même temps, c'est pour la première fois de notre histoire, on était capable d'accumuler des surplus. Donc, c'est-à-dire plus que ce que je suis capable de consommer. Hein? Donc, je cultivais des carottes, bien plus que j'étais capable d'en manger moi et ma famille. Alors, ce surplus de carottes-là, a donné naissance à un concept assez extraordinaire qui s'appelle « j'ai du temps ». Hein? J'ai du temps maintenant, je n'ai plus besoin d'être en mode survie, j'ai du temps, qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Et là, du coup, le créatif ou le génie humain s'est manifesté. Évidemment, avec l'apport de protéines puis d'une meilleure qualité de vie, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il reste que la beauté des surplus alimentaires a donné naissance à deux autres grandes inventions. Ça, ce sont vraiment deux grandes inventions. La première, c'est l'écriture.
L'Écriture est née du besoin qu'on avait de concilier les stocks de surplus alimentaire qu'on avait. Et évidemment, les transactions qui ont commencé à se faire entre nous. La deuxième, c'était l'argent, ou du moins la monnaie d'échange. Puis je vous raconte symboliquement comment ça s'est passé, mais imaginez que je cultive des carottes et Georges de Cro-Magnon passe sur mon chemin, lui, sur ma terre, puis il s'en va pêcher, parce que Georges est un pêcheur, et tous les jours, il sort 3, 4, 5 poissons pour sa famille. À un moment donné, Georges, après 3, 4 semaines qu'il passe sur mon terrain, il me voit, moi, manger des carottes. En fait, j'en mange tellement que je suis orange, et tous mes enfants sont oranges d'ailleurs. Et il passe là, puis il se dit hey, écoute, ça a l'air bon, ces affaires-là, j'aimerais ça, peux-tu en prendre, peux-tu m'en donner quelques-uns? Moi, c'est un fruit de mon travail. Les carottes, je dis non, on ne va pas te les donner. On va faire un deal avec toi, on va les échanger. Je vais te donner une carotte pour un poisson. Il dit, t'es-tu malade? As-tu pensé le temps que ça me prend pour pêcher un poisson puis le trouble que je me donne? Non, 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 je veux au moins 10 carottes pour un poisson. Bon, c'est correct, 10 carottes, un poisson, donne-moi-en 3, je te donne 30 carottes. Et on a fait du troc. OK? Et 2-3 semaines plus tard, mon Georges, il passe, ça fait à peu près une semaine qu'il revient, pas de carottes, pas de poisson de sa pêche, il revient bredouille, puis là, ben, il s'en vient voir, il dit, écoute, je commence à manquer de nourriture à la maison, les enfants crèvent de faim, ça fait une semaine qu'on n'a pas mangé, peux-tu me donner des carottes, je vais te donner des poissons là, dès que je vais en pêcher. Ben, je dis, je veux bien, mais comment on va tenir le compte de ça? Et il se penche par terre, il me donne 3 coquillages. Il dit, garde, les 3 coquillages, ça vaut 1 poisson chacun. Fait que donne-moi 30 carottes, je te donne 3 coquillages. Puis, quand je pêcherai des poissons la semaine prochaine, tu pourras échanger tes coquillages contre mes poissons. Et du coup est née la première monnaie entre êtres humains. C'est une monnaie d'échange. Et pourquoi je raconte toute cette histoire-là? C'est juste pour mettre en contexte où va l'argent, d'où vient l'argent. Évidemment, là, les gens ont commencé à ramasser des coquillages sur la plage, puis ils venaient voir le cultivateur de carottes, puis il échangeait des coquillages contre des carottes. Là, puis là, lui, il essayait de trouver des gens qui voulaient y redonner des poissons, puis qui se sont rendus compte que cette monnaie d'échange-là était trop facilement copiable. Alors, ils ont dit, ben là, ce ne sera pas des coquillages quand même, on les ramasse partout. Je veux des roches rares, des roches qui ont un petit morceau de sédiment doré dedans ou une roche bleue, alors qui était beaucoup plus difficile. Ensuite, c'est devenu des métaux précieux. Ensuite, on les a identifiés par château, par région. Donc, le concept de l'argent est né et a évolué dans le temps à partir de cette époque-là. Et moi, ce que je trouve bien intéressant dans toute cette petite histoire-là, c'est de se rendre compte qu'en fait, l'argent est né quand on a voulu temporiser une transaction entre Audrey et moi. Audrey vend des carottes, elle vend des poissons, je vends des carottes. Je veux faire un deal avec elle. Elle n'a pas de poisson. Elle dit, je vais te donner des pièces de monnaie, une monnaie d'échange, pour que plus tard, tu puisses combler ton besoin d'avoir des poissons de ma part. Puis évidemment, moi, j'ai pris la monnaie d'échange, les coquillages d'Audrey, et je suis allé voir madame ici qui, elle, fabrique des pots. Elle s'est mise à fabriquer des pots de poterie pour ramasser les graines de carottes pour cultiver, et également pour charrier de l'eau pour garder les poissons vivants plus longtemps, parce que quand on les pêche sur le bord de l'eau et on les ramène en dedans, dans le village, les poissons mourraient, la chaleur font qu'ils pourrissent vite, mais si on les met dans l'eau, ils vont vivre. Alors, elle a commencé à créer des poteries. Puis moi, je disais, j'aimerais ça avoir une coupe de poterie, fait que je prends un de ces coquillages, puis j'y échange en lui disant, tu vas pouvoir avoir des poissons d'Audrey si tu me donnes un pot. Puis là, elle me donne un pot. Alors, cette monnaie d'échange-là, en fait, qu'est-ce qu'elle est si on la regarde comme il faut? Elle est une temporisation entre 2 besoins. Elle est la conséquence d'une transaction où j'ai répondu à un de tes besoins et tu as répondu à un de mes besoins. Okay? Si on avait pu le faire on the spot, il n'y aurait jamais eu d'argent. Mais on a été obligé d'inventer ce concept d'argent-là parce qu'on a voulu temporiser cette résolution de besoin-là de part et d'autre. Alors, je fais cette histoire-là pour prendre bien conscience qu'il n'y a pas une business, en fait, qui existe pour faire de l'argent. Toutes les business existent pour répondre à un besoin. Pour répondre à un besoin quelqu'un quelque part. Puis le besoin, c'est jamais un ordinateur, c'est jamais un auto, c'est jamais un robot, c'est tout le temps un être humain. Hein? C'est tout le temps un être humain qui a un besoin quelque part, qu'il manifeste à travers une entreprise, à travers les opérations d'une grande organisation, mais c'est tout le temps un besoin qu'un humain quelque part a et qu'un autre humain pour lequel il détient une solution. Alors ça va vous remettre en contexte, surtout quand vous êtes en train d'évaluer vos entreprises et de planifier le plan d'affaires de votre organisation et que vous ne savez pas où mettre la dimension financière de la patente. Tantôt, j'ai dit, on a tout levé la main, on veut tout faire de l'argent. Ça, c'est le propriétaire de l'entreprise. Ça, c'est un besoin que l'actionnaire ou le fondateur de l'entreprise a sur une base bien personnelle. Mais l'entreprise elle-même, c'est un autre être. C'est une organisation, un organisme vivant qui doit avoir une raison d'être, une raison de vivre, d'être en vie, cet organisme-là. Il doit avoir sa propre mission qui est différente de celle
de l'entrepreneur qui crée l'organisation. Il doit avoir des objectifs différents peut-être que les miens. Moi, j'ai peut-être l'objectif d'avoir une entreprise simplement pour éliminer ma relation avec l'autorité, parce que je vais être mon propre boss. Je vais faire à peu près le même salaire que je faisais. Je ne vais pas m'enrichir de façon éhontée. Je n'ai pas besoin de faire 50 millions. Ce que je veux, c'est une belle job tranquille, puis je veux la paix, puis garder du temps pour m'occuper de ma femme, mes enfants, mon chalet, mon truck, puis mon petit château de pêche, hein, mon petit chalet de pêche. Alors, c'est très, très propre à chacun des individus, ça, la raison d'être et la raison de partir une business. Mais la business elle-même, elles sont toutes communes dans ce point qu'elles existent toutes pour répondre aux besoins de quelqu'un quelque part. Et ça devient drôlement intéressant de faire cette distinction-là parce que quand vous allez engager des gens ou quand vous allez parler de votre projet d'affaires, vous allez donc parler de l'essence même de l'organisation, qui n'est pas de faire de l'argent, qui est de répondre à un besoin. Et si je le fais bien et adéquatement, ça va dégager des revenus. Et ces revenus-là, j'aurai le choix d'en faire ce que je veux. Je peux être un organisme à but non lucratif et reprendre ces revenus-là, les réinvestir dans la société ou dans l'organisation pour la déployer à plus grande échelle. Ou si je suis une entreprise à capital fermé, privée, je peux prendre cet argent-là, me la sortir en dividende à moi, puis m'acheter ce que je veux avec parce que c'est moi qui ai décidé ce que je faisais avec ces surplus monétaires-là. Ou si c'est une entreprise à capital ouvert, je peux la prendre puis la reverser en dividende à tous les actionnaires qui ont des projets personnels avec cet argent-là. Vous me suivez? Donc, quand vous allez avoir fait cette distinction-là très clairement dans votre tête, vous allez maintenant commencer à parler de votre entreprise comme un organisme vivant, qui a une raison d'être, qui a une mission, qui a des objectifs, dont les conséquences, c'est de générer des surplus monétaires. Et ces surplus monétaires-là, vous aurez évidemment à répondre quelle sera l'utilisation de ces surplus monétaires-là. Petite introduction sur le concept de l'argent qui devait prendre 15 secondes. Désolé, il a pris 10 minutes. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de valorisation d'entreprise, puis de comment ça se construit sur de la création de valeur, comment on donne la création de valeur à une organisation. Je vais vous poser une petite question bien simple. Est-ce que, levez la main les gens qui sont très à l'aise avec la valorisation d'entreprise? Je sais à qui je parle. Il y en a au moins une, deux, trois. Bon, il y en a 3, 4, 5. OK. Alors, les autres, je vais essayer de démystifier ça avec vous. Ça me donne une idée là, du niveau de profondeur dans le sujet que mon audience possède. Alors, je vais vous poser une autre question. Si on faisait un deal ensemble, là, donc pensez à chacun d'entre vous, là, je vous fais un deal, je vais vous signer un contrat, dans lequel je m'engage à vous donner 20 000 $ par année pour le restant de vos jours. OK? À tous les 1er janvier, je vous fais un chèque de 20 000 à tous les 1er janvier de toutes les années pour le restant de vos jours. OK? Je vais faire donc un contrat et en échange, je vais vous demander de me donner de l'argent. Alors, combien d'argent me donneriez-vous ou me prêteriez-vous pour que je mette dans mon compte personnel puis qu'à toutes les années, je redonne 20 000 $ pour le restant de vos jours? Est-ce qu'il y en a qui ont une réponse? 5 000? Vous me donneriez 5 000, vous, pour que je vous en donne 20? Méchant escroc. 5 000, c'est drôlement bien passé. Hein? Si vous me confiez 5 000, je vais mettre ça dans mon coffre à la maison. Puis à toutes les années, moi, je vais vous mettre 20 000 dans vos poches. Ça va falloir que je travaille fort. 160 000. Vous arrivez à ce montant-là, pourquoi? Sur 8 ans. Sur ce capital-là, ça va être en sachant que j'ai des très petites bases en valorisation, mais je me dis sur un tampon de 8 ans, il y a moyen que vous compensiez le montant que vous allez nous donner pour le... OK, monsieur dit 160 000 parce qu'il dit sur 8 ans, monsieur Beauchemin, vous seriez normalement capable de compenser et de trouver de l'argent pour me donner 20 000 pendant 8 ans, toutes les années. Mais qu'est-ce qui va arriver avec les 80 autres années ou les 40 autres années de votre vie? Le capital initial. Je vous aurais donné ce 160 000-là que vous n'aviez pas à ce moment-ci. Alors, moi, je vais devoir générer et trouver des solutions avec votre 160 000 pour être capable de vous donner 20 000 par année pour le restant de vos jours. Si vous vivez 40 ans, ça veut dire qu'il faut que je vous donne 40 fois 20, 800 000 pour le restant de vos jours. Monsieur, combien vous allez me confier? Je ne pourrais pas répondre à votre question aujourd'hui, mais je peux parler de ce que n'importe quelle compagnie d'assurance ferait. Ouais. Que je vais évaluer combien de temps est-ce que je pense que réalistiquement vous allez vivre. Je vais calculer combien d'années ça va faire basé sur les statistiques. Donc, monsieur répond qu'il va faire des calculs d'actuariat pour évaluer la durée de ma vie, puis faire un... Puis additionner toutes ces sommes-là, après ça, ramener ça en argent d'aujourd'hui, parce que chaque année, l'argent perd un peu de valeur, puis après ça, bien, ça va être... Vous allez me chercher un petit discount pour...
Parfait. Alors, il va actualiser les flux monétaires potentiels de ma vie. Il va ramener 100 $ d'aujourd'hui. Il va se faire un petit discount là-dessus et il va me donner un montant là, en fonction de ça. Alors, vous voyez, c'est relativement complexe quand on se pose la question-là. Hein, combien ça vaut 20 000 $ par année pour vous? Bien, moi, je vais vous faire une réponse bien simple. 20 000 $ par année, si je veux 10 % de rendement sur mon argent, je suis prêt à vous confier 200 000. Monsieur Beauchemin, je vous donne 200 000 $, vous allez me remettre 20 000 par année. Ça me donne donc 10 % de rendement sur mon 200 000. Puis quand je serai tanné, M. Beauchemin, bien, vous me redonnerez mon 200 000, puis vous arrêterez de me payer 20 000 $ par année. Vous me suivez? Donc, en fait, c'est simplement une fonction, c'est un petit truc, là, c'est une question qui est inversée. C'est combien vaut un placement de 200 000 par année à 10 % de rendement par année? Ça vaut 20 000. Donc, combien vaut maintenant 20 000 que je vous donne à toutes les années? Ça vaut pour vous 200 000 avec 10 % de rendement. Maintenant, est-ce que moi, je vaux 10 % de rendement? Est-ce que vous prendriez le risque de recevoir 10 % de rendement sur mon 200 000? Avez-vous peur que je fasse faillite avec votre argent? Auquel cas, bien là, vous n'aurez peut-être pas 200 000 pendant le restant de vos jours. Bien, je vais peut-être faire faillite dans 4 ans, puis vous allez avoir encaissé seulement 80 000 sur votre 200 000, puis ciao, bye, plus de capital, puis j'ai fait faillite. Alors, en combien de temps vous aimeriez récupérer votre argent si vous mettiez 200 000 sur un entrepreneur audacieux et risqué comme Serge? Madame? En 12 mois? Wow, ça, c'est... Elle n'a vraiment pas confiance en moi. Hein? Elle, je mets 200 000 dans ses poches, je veux le revoir dans 12 mois au complet, plus mon 10 %. Juste le 200 000. Pas de rendement pendant 12 mois. En plus. Donc, au 12e mois, je donne 200 plus 20. OK, donc je vous redonne votre 200 au bout de 12 mois. Et après ça, à la vie, à la mort, vous allez avoir du rendement sur du cash que j'ai plus. Ouais, c'est un bon deal. En tout cas, si jamais ça vous tente de le faire avec moi, on va se parler, OK? S'il y en a d'autres qui veulent faire des deals de même, I'm open for business, hein? Ah, ben ça me regarde, ça. Ça me regarde. Vous n'êtes pas actionnaire, là. Je vous ai demandé combien vous allez prendre d'argent chez nous, puis je donne un rendement de 20 000 par année. Alors, ce que je vais faire avec l'argent après, ça vous regarde plus ou moins. Vous êtes surtout préoccupé par le paiement de votre 20 000. Est-ce que je suis capable de le faire? Il y a deux choses qui vous préoccupent, en fait. Le paiement de votre 20 000 et la sécurité de votre capital investi. OK? Donc, c'est ça qui vous préoccupe le plus. Je vais enlever mon manteau. Je suis en train de cuire comme un petit poulet en espérant qu'il n'y a rien qui va tomber. Non, voilà. Alors, ce qui vous préoccupe le plus, c'est la valeur du capital. Est-ce que le capital est protégé pendant tout le temps que je vais attendre les rendements? Puis, le calcul de ce rendement-là. Combien de rendement je vais avoir? Alors, pourquoi je fais un petit peu de mathématiques comme ça? Mais c'est exactement ça, une business. OK? Si vous mettez, demain matin, une entreprise que vous voulez acheter 500 000 $, bien, vous avez le choix. Vous avez hérité, mettons, votre prénom, mademoiselle, c'est? Gabrielle. Alors, Gabrielle vient d'hériter de tante Thérèse d'un montant de 500 000 $ qu'elle lui lègue à son décès. Elle a encaissé 500 000 la semaine dernière. Gabrielle a dit, bon, ben j'ai 500 000 $. Qu'est-ce que je vais faire avec mon 500 000? Je peux le mettre en dessous de mon matelas dans ma chambre, hein, en cash, en dessous de mon matelas dans ma chambre. Auquel cas, est-ce qu'elle s'enrichit, vous pensez? Alors, et est-ce qu'elle s'appauvrit? Pourquoi? L'inflation. Hein? Donc, mettons juste 2 % par année. Ça veut dire qu'à toutes les années, elle perd 2 % de son 500 000 sans y toucher. Hein, parce que les prix montent. Alors, donc, elle perd la valeur monétaire de son 500 000. Alors, elle va évidemment être conseillée par un paquet de gens autour d'elle. Et elle-même, elle va se dire, je ne vais pas laisser ça en dessous de mon coussin. Je vais le mettre quelque part pour le protéger, hein, pour ne pas le perdre, mon 500 000. Je vais donc le déposer dans une banque. Hein, je vais le mettre dans un compte de banque. Et on pourrait lire les chartes des banques là, qui vont vous garantir votre dépôt. Mais là, je ne rentrerai pas dans ce sujet-là. Là. Alors, vous allez déposer, Gabriel, 500 000 dans le compte de banque. La deuxième question que vous allez vous poser maintenant, c'est combien ils vont me donner d'intérêt sur ce dépôt-là? Est-ce que les gens qui ont une idée combien une banque aujourd'hui vous donne dans un compte courant, un compte chèque? En bas d'1 %. 0,8, 0,7. OK? Alors, vas-y, ouf, je ne vais pas le laisser dans mon compte courant. Hein, c'est pas payant. Je vais appeler mon banquier. Je peux-tu le mettre dans un compte où ça rapporte un peu plus d'intérêt? Là, ils vont dire, ah oui, vous pouvez le mettre dans un compte d'épargne, mais là, vous aurez des restrictions dessus, Gabriel. Vous ne pourrez plus sortir quand vous allez vouloir. Il va y avoir des restrictions sur le cash. Vous allez devoir garder un minimum de comptant dans le compte de banque, un minimum de, mettons, 300 000 $. Ils vont vous permettre d'en sortir 200 quand ça vous tente, mais jamais en bas de 300 qui doit rester dans le compte. Et si vous répondez à toutes ces conditions-là, on va vous augmenter votre rendement peut-être à 1,2 ou 1,1. Christy, c'est pas bien payant parce que je perds quand même 2 % d'inflation par année. Mon 1,1, c'est du revenu. On est tous d'accord? 1,1 ou 1 % d'intérêt au Québec et au fédéral.
c'est du revenu. Et du revenu, c'est imposable pareil comme du salaire. Donc, vous allez payer selon la braquette de salaire que vous gagnez, n'importe où entre 20 et 52 d'impôt là-dessus. On fait une moyenne 33 %. Donc, le 1,2 que vous allez voir, vous allez en remettre 0,4 au fisc, vous en reste 0,8, puis l'inflation est de 2 Donc, ça ne marche pas, Gabriel. Vous vous appauvrissez pareil. Alors, vous dites, Serge, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là? Je ne veux pas m'appauvrir. Je ne veux pas qu'il perde sa valeur. Alors, vous allez chercher des placements. Donc, vous allez commencer à vous tourner. Vous allez dire, je vais trouver un placement qui existe, mettons, placement d'obligations. Je vais mettre 500 000 dans des obligations d'épargne du Québec ou du Canada. Est-ce qu'il y en a qui connaissent les taux de rendement sur les obligations d'épargne actuellement? Personne n'a une idée? 1,8. 2. Vous êtes bien chanceux. Là. Mettons, entre 1,6 et 2. OK? Alors, disons 1,8. Donc, 1,8 encore avant impôt, ce n'est pas la bonne réponse. C'est-à-dire que pourquoi vous allez prendre une obligation d'épargne, surtout si vous avez 75 ans, c'est que le capital est garanti par le gouvernement. Le 500 000, là, vous n'allez jamais le perdre. Ils vont vous le donner. Ils garantissent le 500 000, puis ils vous garantissent le paiement de l'intérêt. C'est garanti par le gouvernement. Il n'y a pas plus grosse institution publique qui pourrait vous garantir votre paiement. C'est aucun risque. Ils vont vous donner votre 1,8. C'est garanti par le gouvernement. Mais ce n'est pas bien payant. Mais il y a zéro risque. Alors, dites, j'aimerais ça en prendre un petit peu plus de risque. Quel autre produit d'épargne, pensez-vous, vous avez, qui est possible d'avoir pour vous maintenant? Des actions. Hein? Donc, je pourrais acheter des actions d'une compagnie à la bourse. Alors, je m'en vais à la bourse, je check les actions d'une banque, la Banque nationale. Puis, je dis, OK, les actions de la Banque nationale sont de 50 $, 60 $, je ne sais pas combien ils valent aujourd'hui. Là. On va dire 60 $ alors, ou 50 $. 50 $. Combien d'actions j'achète à 50 $ pour mon 500 000? Avez-vous une idée? Combien d'actions j'achète? 10 000. Bon. Alors, j'achète 10 000 actions à 50 $, j'ai 500 000 $ d'actions. Et maintenant, quel rendement vous pensez que je peux avoir dans une année avec mes actions de la Banque nationale? Bon, historiquement, la bourse, on pourrait dire que c'est à peu près 7 % de rendement. Des bonnes années, 10, 12, 13. Les moins bonnes, ben, moins 30. OK? Alors, ça peut se promener. OK? Mais historiquement, dans des valeurs assez sûres comme des blue chips, comme une banque, là, normalement, on pourrait faire du 7 % plus les banques vont payer un dividende annuel sur votre rendement, sur votre cash. Donc, ils vont vous donner une partie des profits qu'ils font, ils vont vous le remettre à la fin de l'année sous forme d'un dividende. OK? Pourquoi je vous parle de ça? C'est que là, vous avez mis 500 000 $ le lundi matin, Gabriel, dans les actions de la Banque nationale. Vous avez 500 000 dans votre compte de courtage, solde 500 000, il est à vous. Et vous pouvez espérer que ce solde-là va s'apprécier année après année d'environ 7-8 % en moyenne. Des bonnes années, 10-12, les moins bonnes, 2-3. En moyenne, là, sur 5 ans, 7 % OK? Donc, vous allez faire 7 % de rendement, Gabriel, sur votre argent maintenant qui est placé à la bourse. Et mettons, Gabriel, dans 10 jours après ça, vous dites, non, la Banque nationale, là, j'aime pas ça, ils ont changé de président, ou ils ont changé quelle affaire, ou ils ont décidé telle autre décision. Je ne suis pas d'accord. J'appelle mon courtier, je vends mes actions. En combien de temps vous allez avoir de l'argent dans votre compte de banque? Dans l'instant, ou à peu près. OK? C'est-à-dire, dans l'instant, ils vendent vos actions, il y a quelqu'un d'autre qui les a achetées quelque part dans le marché. On redépose votre 500 000 dans votre compte de banque. Et le rendement sur une action de la Banque nationale, je disais 7, 8, c'est un blue chip. On fait le même travail maintenant, OK? Vous avez 500 000 $, Gabriel, vous dites 7 % c'est passé. Moi, j'aimerais ça avoir plus de rendement. Vous allez donc prendre des actions plus risquées. Donc, vous allez chercher là-dedans des actions qui pourraient avoir comme Nebraska Lithium. Hein, c'est une mine de lithium au Québec, un des gros gisements de lithium au Québec. Le stock vaut à peu près 1,60 $, 1,65 $. Hein, puis vous dites, si jamais le lithium explose, comme je pense qu'il va exploser dans les prochaines années, bien, le lithium, ça va être un minerai en demande. Donc, ce stock-là risque de passer de 1,60 $ à peut-être 3, 4, 5 $. Si je mets 500 000, puis il double, puis il triple dans les prochaines années, méchant rendement. Fait que je vais acheter 500 000 de lithium. OK? Est-ce que le risque est élevé? Oui. Combien de rendement vous pensez que je pourrais faire en moyenne sur 5 ans si j'ai réussi un bon coup? 30, 35, 40 % On pourrait le calculer ensemble. 500 000 fois combien de pourcents par année pendant 5 ans qui me permettrait de tripler mon 500 000. OK? On pourrait trouver le bon pourcentage. Je n'ai pas de calculatrice en tête. Là. Alors, donc, on trouverait, mais une chose est claire, on arriverait avec un taux de rendement probablement autour de 30, 40, peut-être 50 % sur la valeur de mon investissement en moyenne annuelle. OK? Donc, j'ai un gros risque et je m'attends à un gros rendement. Hein? Et 2 semaines plus tard, lithium tombe de 10 cents, j'ai peur. En combien de temps je récupère mon investissement? Maintenant. Instantané, j'appelle le courtier, je vends, pouf, il me redonne mon cash, c'est quelqu'un d'autre qui a acheté mes actions et c'est fini. Dernier exemple,
Gabrielle, elle prend son 500 000, elle rencontre Serge à une conférence à l'École d'entrepreneurship de Montréal. Puis elle dit, Serge, je vous ai écouté parler, vous avez plein de compagnies. Moi, j'aimerais ça investir dans une de vos compagnies, une de vos startups, le Recarb, qui fait du sirop d'érable pour les gens qui font du jogging et du sport d'endurance. C'est une dose de carbs et de sels minéraux, donc des électrolytes qui sont extrêmement bénéfiques pour les gens qui font du sport d'endurance. Une petite compagnie de la Rive-Nord. Et vous dites, j'aime vraiment ça, cette entreprise-là. Je vais t'investir dans ta compagnie privée au lieu public 500 000 $. Quel est maintenant, vous pensez, si la même compagnie était publique, okay, deux compagnies, une à côté de l'autre, une qui est publique, l'autre qui est privée, sont identiques en tout point de vue. La seule chose qui diffère, c'est qu'une est publique, l'autre est privée. Est-ce que le 500 000 $ d'investissement vaut le même nombre d'actions dans les deux compagnies pour vous, selon vous? Pourquoi? Pardon? Pourquoi? Madame a dit moins de risques. OK. Le risque est moins partagé entre les investisseurs dans la compagnie privée versus la compagnie publique. Oui, c'est une idée. Le risque est plus partagé. Madame? Pas juste pour avoir ton argent immédiatement. Bingo. OK. Madame a dit tu ne pourras pas juste avoir ton argent immédiatement. Voilà la différence entre une privée et une publique. C'est la liquidité de votre investissement. Dans le privé, vous avez mis 500 000. Dans le public, 500 000 le lundi. Le mardi, vous dites, ça ne me tente plus. Vous rappelez le courtier le mardi, il redonne le 500 000. Dans le privé, vous rappelez Serge Beauchemin le mardi, vous allez dire, le 500 000 est dans la compagnie. Puis nous autres, on a déjà investi cet argent-là. On a acheté une machine, on a acheté une autre compagnie, on a acheté du stock. Je ne peux pas te redonner le 500 000. Il est déjà investi dans un paquet d'actifs, un paquet de transactions. Et tu vas être obligé d'attendre 2, 3, 5, 7 ans avant de retoucher à ton argent. OK? Alors maintenant, ce qui vaut la même chose pour vous, le placement dans le public et dans le privé? Hein? Si vous aviez un deal à faire, vous allez dire, dans le privé, je m'attends à un meilleur rendement que dans le public. Hein? Parce que dans le public, mon cash est liquide. Dans le privé, mon cash est gelé. Donc, c'est une contrainte. Si je veux récupérer mes sous, ça va me prendre du temps, ça va être plus compliqué. Puis en plus, je n'ai aucune garantie que pendant les 7 ans que ça va prendre, qu'ils ne vont pas planter. Alors, je veux un rendement plus grand ici que là, parce que ici, c'est privé. Ce qui m'amène maintenant à vous dire combien vaut une compagnie privée. Combien ça vaut, vous pensez, un placement dans une compagnie privée? Une petite start-up, en l'occurrence. Une entreprise qui débute. Est-ce que vous pensez que le stock market, un rendement de 20 % par année, c'est un bon rendement avec ce que je viens de vous dire un peu comme info grossière? Là? 20 % si vous placez 20 % faites 20 % de rendement à bourse par année, c'est quelqu'un qui peut me garantir ça. J'hypothèque ma maison, mon char, tout ce que j'ai, puis je vous le confie. Si vous êtes capable de me garantir 20 % par année de rendement. C'est un bon rendement. Hein? Si on est capable d'avoir du 20 % garanti, là, certain par année, sur mon cash, c'est un très, très bon rendement. Okay? Donc, les marchés publics, s'il y a des gens qui jouent avec votre argent sur les marchés publics, ils ne vont jamais vous garantir, en fait, ils ne vous garantiront jamais aucun rendement, mais ils vont vous livrer normalement entre 7, 8, et je disais tantôt les bonnes années, 10, 12, 13, 15. Puis quand ils pognent du 15, tout le monde est au party, on s'ouvre des bouteilles de champagne, on capote, on a fait du 15. Puis quand on fait du 25 puis du 30 dans un marché public, c'est qu'on prend énormément de risques avec votre argent. Vous comprenez l'histoire? Hein? Si vous me prêtez 500 000 puis je réussis à livrer 30 % vous avez fait le rendement, vous venez de faire avec moi le rapport entre risque et rendement. Vous avez compris que si je fais du 30, c'est que j'ai donc dans le marché pris des risques à la hauteur de 30 % avec votre argent. C'est votre argent. Et si ça ne marche pas, ben, je vais venir vous voir et dire, je me suis trompé. Puis on a perdu votre argent. Okay? Ça, c'est le travail risqué du courtier. C'est de prendre l'argent d'un autre, faire de l'argent avec, puis espérer d'y redonner un bon rendement. Fait qu'il ne prendra pas des rendements de 30 puis 40 % Il ne veut pas que tu arraches la tête. Fait qu'il va prendre des risques à la hauteur de 10, 12, 13, un petit peu plus que le marché, pour essayer de planter le marché puis dire, regarde, le marché a fait 10, je t'ai donné 12, tu dois être content. En passant, tu me dois 3 % de commission sur le 12. Fait que tu avais juste fait 9, mais ça, je ne te le dirai pas tout de suite. Okay? Fait que je t'ai fait 12, puis le marché a fait 10, tu es content, on tape ses cuisses, tout le monde est content, je charge mes frais on the side et on recommence. Okay? Alors, donc, cette notion publique-privée vient de juste vous induire dans votre tête qu'on parle de 20-25 % de rendement minimum dans un placement privé, minimum, que vous allez chercher comme investisseur. Minimum. Et plus ça va être risqué, plus le rendement que vous allez chercher chez un investisseur va être élevé. Hein? Si on cherche 35 % de rendement, en combien de temps je vais récupérer mon investissement là? Si je mets 100 000 puis je vous redonne 35 000 par année, en combien de temps vous allez avoir récupéré votre 100 000? 3 ans. 3 ans. OK? Donc, au bout de 3 ans, vous allez avoir récupéré votre 100 000 $.
Boum, j'ai mis 100 000, j'ai fait 33 de rendement par année. L'année 1 m'a donné 33 000. 2, 3, au bout de 3 ans, j'ai récupéré mon 100 000. S'il perdait puis il faisait faillite là, ben, je n'aurais pas perdu une scène, je n'aurais pas fait une scène non plus. Vous me suivez? J'ai juste récupéré mon 100 000. Où est mon profit? Dans mes actions. Alors, s'il me rachète mes actions 100 000, j'ai effectivement fait 33 S'il me rachète mes actions 20 000, ben, je vais faire le 20 000 divisé par 3 pour calculer mon vrai rendement. Là, je vais vous perdre, ça va commencer à être trop compliqué. OK? Donc, je reviens avec cette notion de rendement et de risque pour que vous compreniez que quand vous faites une business, vous achetez une business, tous les repreneurs ici, la grande question que vous vous posez, c'est en combien de temps je vais récupérer mon argent? All right? Donc, c'est juste ça que je veux que vous compreniez. Et plus c'est risqué, plus le rendement est important, c'est-à-dire plus vite je vais récupérer mon argent. S'il n'y a aucun risque, je peux attendre 20 ans pour le récupérer. Il y a 0 risque. Je vais vous donner mon argent, puis 20 ans après, à toutes les années, vous allez me donner un petit rendement de 5 là. Fait que 5 au bout de 20 ans, je vais avoir récupéré mon 500 000. Puis comme c'est garanti, je peux même vous demander de me redonner mon capital, puis j'ai vraiment encaissé mon capital plus 500 000 d'intérêt pendant 20 ans. Puis ça, c'était garanti, c'est 5 par année. OK? Par contre, si c'est très risqué, je donne mon 500 000, je veux le récupérer le plus vite possible, mon 500 000, parce que j'ai peur que tu te plantes avec. Puis je vais le récupérer en combien de temps? Madame, elle l'a dit tantôt, idéalement 1 an. J'étais capable de récupérer mon 500 000 en 1 an, moi, je serais contente. Le reste, bien, ce sera un risque. T'sais. Si vous m'en donnez après, je vais être bien contente. Ça va être un méchant bon placement. Puis sinon, bien, si j'en ai pas autant que je veux, puis juste un petit 4-5 000 par année pour les 4-5 années suivantes, bien, je vais m'en contenter. Je vais avoir récupéré mon capital. Donc, je l'ai protégé. Alors, je ne veux pas prendre de risque. Je veux un méchant rendement pour ma première année. Je veux me repayer en 1 an. Quand on achète une business, en combien de temps pensez-vous que vous seriez prêt à accepter d'être repayé si vous achetez une entreprise privée? Ça va dépendre dans quel domaine. Oui et non. Moi, je pense que ça va plutôt dépendre de votre tolérance au risque. Hein, si vous avez une grande tolérance au risque, un exemple, vous avez hérité de tante Germaine 100 millions, puis vous achetez la business de monsieur pour 500 000, vous allez peut-être être capable d'être patiente sur son 500 000. Fait que dire, bon, écoute, ça peut prendre 7 ans, 10 ans avant qu'il me repaye, avant qu'il me redonne mon 500 000, plus le rendement. Donc, je peux prendre 7 ans avant de me repayer. Ce n'est pas une grosse catastrophe pour vous. Vous en avez 100 millions. Mais si vous avez juste 50 000, en combien de temps vous voulez qu'il vous redonne votre 50 000? Surtout, 50 000, là, vous avez travaillé toute votre vie pour l'accumuler. En combien de temps vous voulez le récupérer, vous pensez? Oui, le plus vite possible. Puis à peu près, la moyenne, c'est entre 2 ans et 4 ans, 4 ans et demi pour les plus patients. 4 ans et demi, 5 ans, là, on commence à être vraiment patient. OK? Comment on calcule maintenant le rendement sur 5 ans? Comment on détermine un taux de rendement sur 5 ans s'il n'est pas composé? Je vous pose des questions compliquées, là. Vous mettez 100 000, combien d'argent il faut que je vous donne par année pendant 5 ans pour que vous récupériez 100 000? 20 000. Hein? Comment on a fait pour arriver à 20? On a dit, le 100 divise par 5. Hein? On peut donc y aller à 1 sur 5 pour trouver le taux d'intérêt. Donc, sur 5 ans, le rendement qu'on cherche, c'est 1 sur 5. 1 sur 5, c'est 20 Sur 4 ans, c'est combien? 25. Sur 3 ans, c'est combien? All right, vous commencez à comprendre. OK? Donc, ceux qui n'ont pas compris, vous réécouterez la cassette. OK? Donc, on commence à se dire, la règle du pouce pour évaluer une business, c'est une business privée, hein, privée parce qu'elle a beaucoup de risques, je vais récupérer mon argent vite. Donc, 3 à 4, 5 ans, c'est la vitesse à laquelle je vais récupérer mon argent. 3 ans, c'est 33 de rendement. 5 ans, c'est 20. Donc, je veux entre 20 et 33 de rendement sur mon capital quand je vais l'investir dans une compagnie privée. Puis en passant, là, je suis même très gentil. OK? Parce que normalement, c'est beaucoup plus que ça. Mais on va dire entre 20 et 33 pour une entreprise privée. Alors, où je m'en vais avec ça maintenant, bien, si vous voulez faire de l'argent, vous voulez créer une entreprise qui va valoir de l'argent un jour, il va falloir la vendre, cette entreprise-là, à quelqu'un pour que vous allez encaisser de l'argent avec. Hein? Donc, l'actif, là, la patente que j'ai créée, il va falloir que je la vende à quelqu'un qui va l'acheter un jour. Quelqu'un qui va l'acheter un jour, quel calcul vous pensez qu'il va faire? Gabrielle, elle a été héritée de 500 000, elle peut le mettre à des placements d'épargne à la banque, dans un compte d'épargne, dans une obligation d'épargne du gouvernement, dans le stock market, dans les actions publiques ou acheter votre entreprise privée. Combien elle va donner pour votre entreprise privée, vous pensez? En combien de temps elle va vouloir se payer, vous pensez? 3, 4, 5 ans. Alors, si l'entreprise privée ici, elle génère 100 000 de profit par année, combien je suis prêt à la payer? Entre 300 et 500. Entre 3 fois et 5 fois le profit. Vous me suivez encore? Donc, combien vaut votre entreprise privée? Elle vaut entre 3 et 5 fois les profits.
Puis elle vaut encore moins si elle est très risquée. Elle vaut peut-être juste 2 fois. Très, 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 très risquée comme madame, elle vaut peut-être juste 1 fois mes profits. Elle vaut peut-être juste 100 000 parce qu'elle dit, moi, en 1 an, je vais récupérer mon cash. Moi, je ne suis pas sûr que tu vas t'offrir 1 an. Okay? Donc, en 1 an, je vais récupérer mon 100 000. Si ce n'est pas moi, je ne suis pas là parce que je suis en conférence. Merci. Alors c'est comme ça qu'on calcule ça. Okay? Donc, ça va être un multiple de la vitesse à laquelle je vais récupérer mon argent, qui, lui, est techniquement une façon différente de parler de taux de rendement sur mon capital. Okay? Donc, plus c'est risqué, plus je veux un taux élevé. 1 an, ça serait 100 de rendement. Si quelqu'un qui peut m'offrir 100 de rendement, je vais le prendre. OK? 2 ans, on va être 50. 3 ans, 33. 4 ans, 25. 5 ans, 20. Puis on peut continuer comme ça jusqu'à vitam aeternam. Hein? J'imagine qu'on veut se payer au moins, au maximum, dans 6-7 ans. Alors, une business privée, ça s'achète normalement entre 3 et 5 fois les profits qu'elle génère. Comment ça se fait alors que des compagnies publiques, je ne sais pas si j'ai mon téléphone pas loin, là, des compagnies publiques se trade à la bourse au moment où on se parle. Apple, avez-vous une idée combien Apple se trade? Combien vaut Apple? Aucune idée, personne? Non? Apple est une super compagnie qui fait à peu près 13 à 15 milliards de profits par 3 mois. Ceux qui ne savaient pas. Ça se paye à peu près 20 fois, 19,82. Ça, c'est sur votre téléphone. Dans n'importe quelle application boursière, vous allez avoir un PER, P-E-R, c'est Profit to Earnings Ratio. Okay? Ça veut dire combien de fois on paye les profits. Cette compagnie-là génère X milliards de profits. On la paye 20 fois. On pourrait calculer la valeur de la compagnie. C'est 896 milliards. Divise par 20, ça va vous donner le nombre de profits annuels qu'elle fait dans une année. 20 fois ce profit-là. 20 fois. Ça veut dire que les gens qui achètent du Apple disent « Je suis prêt à attendre 20 ans pour récupérer mon cash. » Pensez-vous vraiment qu'ils sont prêts à attendre 20 ans? Alors, pourquoi ils payent 20 fois? Bingo. Ils payent 20 fois à cause de l'expectative de croissance de l'entreprise. Puis là, bien ça devient de la notion arbitraire de la valorisation d'une business. Hein? Ça veut dire que monsieur dit, moi, ma business, ça fait 20 ans que je la roule, elle fait 100 000 par année. Moi, je vais l'acheter, on vient de voir avec Serge, je paierai entre 3 et 5 fois, donc entre 300 et 500. Pour une business, ça fait 50 ans qu'elle fait 100 000 par année. Mais monsieur, il dit à côté, non, moi, je viens de la prendre la direction de cette business-là, puis l'année prochaine, elle va faire 200, l'année d'après, 300, puis l'année d'après, 400. Donc, sur les 3 prochaines années, 200, 300, 400. Faites le calcul, 400 plus 300, ça fait 700, plus 200, ça fait 900. Hein? Donc, ça veut dire que dans les 3 prochaines années, il va me donner 900 000 de valeur, juste en cash flow, juste en cash. Alors, c'est loin du 300 000 de tantôt. Combien vaut ma business si je veux me repayer dans les 3 ans et récupérer tout le capital? Bien, elle vaut même 900 000. Il va me donner 900 000. Donc, sur les 3 prochaines années, tantôt, c'était 300 qu'elle valait. Bien, s'il fait 200, 300 et 400, je serais prêt à payer 900 pour ça. Bien, je vais me rembourser encore en 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, je vais récupérer mon capital en additionnant les profits qu'elle va avoir fait pendant les 3 prochaines années. Alors, si on paye 20 fois, donc dans l'exemple ici, c'était 9 fois, ça ne sera pas 200, 300, 400, ça va peut-être être 500, 1000, puis 1,5 million. Puis 1,5 million plus 1 million, ça fait 2,5 millions, plus 500, ça fait 3 millions. C'est 30 fois le 100 000 que je faisais l'année passée. Vous me suivez? J'ai encore voulu me payer en 3 ans, mais comme il va faire tellement de profit en cumulant les 3 prochaines années que ça vaut 30 fois le profit de cette année. OK? Donc, c'est pour ça que des sociétés publiques, des fois, valent 60, 75 fois les profits. Parce que les gens disent, wow, cette compagnie-là, ça va tellement grandir. Puis, pire que ça, des fois, on n'est même pas capable d'avoir de ratio parce qu'ils ne font pas d'argent. Fait que comment vaut une compagnie qui ne fait pas une scène? Combien vous allez payer, Gabriel, pour une compagnie qui ne fait pas d'argent? Ça fait 5 ans que je suis en affaires, je n'ai pas fait une scène encore. Non, rien, hein, sur la base financière, je dis rien, il ne fait pas d'argent. Non, elle ne vaut pas rien. Il faut vous poser la question combien on va en faire dans les 3-4 prochaines années. Hein, si dans les 3-4 prochaines années, elle fait 1 million la prochaine année, 2, puis 3, puis 4, on additionne 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait 4, 3, 2, 10. Donc, ça vaut 10 millions. Hein, je vais faire 10 millions les prochains 4 ans, puis c'est garanti que je vais faire 10 millions. Elle vaut, même si elle n'a pas fait une maudite scène aujourd'hui, elle vaut peut-être 10 millions. Parce que je vais vous redonner 10 millions sur les 4 prochaines années. Et c'est le temps dans lequel vous avez déjà déterminé ensemble être capable d'être assez confortable pour récupérer votre argent. 4 ans. Donc, vous pourriez payer 10 millions de compagnie qui ne fait pas de maudite scène parce qu'elle va en faire, dans les 4-5 prochaines années, un équivalent de 10 millions. Alors, c'est comme ça qu'on valorise une business. Maintenant, on fait un paquet d'exemples. OK? On fait un paquet d'exemples. J'ai une entreprise qui fait 2 millions de chiffre d'affaires et elle fait 200 000 de profit depuis les 5 dernières années. Et je vous présente mes états prévisionnels pour les 3 prochaines années. Et elle va faire
je suis très fier de vous dire encore 200 000 pendant les 3 prochaines années. Combien vaut mon entreprise? 1 million, 5 fois le 200 000? OK. Qui paierait plus? Personne ne paierait plus cher qu'un million? Qui paierait moins? Pourquoi? Fois 3, parce que madame, elle a dit, moi, ton entreprise, là, je ne suis pas sûr qu'elle va le faire pendant 5 ans, ton 200 000. Je vais prendre le risque sur 3 ans. Donc, je vais payer 3 fois le 200 000. Hein? Donc, 3 fois 2, 600. Elle a dit, je vais payer ça 600 000. Monsieur? Je paierais plus s'il y a un plan d'expansion avec le million qui pourrait atteindre, qui pourrait multiplier. Donc, monsieur, lui, il dit, moi, je serais prêt à payer plus que 600 000, puis peut-être même plus que le million, selon le plan de prévision que je vous présente. Enfin, je vous en présente un maintenant, OK, pour le fun. Alors, au lieu de 200 000 que j'ai fait depuis 15 ans, je vais faire 2 millions l'année prochaine, 7 millions l'année d'après, puis 14 millions dans 3 ans. Est-ce que vous allez me payer vraiment plus cher qu'un million pour ma business aujourd'hui? Proportionnel à l'investissement, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va valoriser le 1 million? Regardez qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur commence à dire, wow, le grand, tes prévisions, là. Pas sûr que tu vas réaliser, moi, là. Pas sûr que tes prévisions, ça vaut tant que ça. Il commence à dire, je vais l'accumuler. Tes prévisions, ces 3 prochaines années, tu as fait 200 000 pendant 10 ans, puis là, tu vas faire 20 millions dans 3 ans. Laisse-moi en douter. Risque augmente énormément, donc on ne paiera pas un multiple énorme pour le cash actuel. On va tenter encore de dire combien d'argent Serge va être capable, avec cette business-là, de générer dans les 3-4 prochaines années. Puis ça va être à peu près le prix que tu vas vouloir payer dans ton niveau de confort à toi. Donc, combien vaut une business? Elle dépend toujours du facteur de risque dans l'entreprise, inhérent à l'organisation de l'entreprise. Deuxième facteur, elle vaut le prix que le marché est prêt à payer pour. Et ce bout-là, tu n'as pas de contrôle bien. La seule chose que vous venez d'apprendre l'après-midi, c'est que tout le monde dans la salle était prêt à revoir son cash entre 3 et 5 ans. Tout le monde. Okay? Fait que la règle de base là, pour une business, là, c'est quand elle est très, très risquée, tu vas vouloir avoir ton cash plus vite, peut-être 2 fois. Fait que combien vaut la business d'un travailleur autonome? Moi, je fais de l'événementiel. J'organise des événements, des spectacles, et je fais ça depuis 12 ans. Puis je suis tout seul. J'ai à peu près un réseau de 40 pigistes, puis une base de données de 450 pigistes au Québec. J'ai 35 clients qui me donnent de la business, mais je n'ai aucun contrat avec eux autres. Ils me donnent de la business parce qu'ils me connaissent et ils m'aiment bien. Puis là, ben, je fais 500 000 de revenus par année, je paye mes fournisseurs puis tout. Il me reste 200 000 puis je veux te vendre la business. Combien tu es prêt à payer pour ce business-là? Trop personnalisé, elle est en fonction de vous. Vous n'êtes plus là demain, vous êtes malade, il y a une réputation qui vient de vous saquer. Ouais. Vous voulez plus rien. Alors, combien vaut ma business avec laquelle je me dégageais un 200 000 de salaire par année si je vous la vends? La réponse de madame a dit, bien, ça dépend. Là. Écoutez, vous, si vous n'êtes plus là, est-ce que la business va continuer encore? Est-ce que votre réputation va vous suivre? Est-ce que si vous avez terni votre réputation par un mauvais geste, c'est quoi l'impact sur les revenus futurs? Alors, donc, vous voyez qu'un travailleur autonome, le multiple va probablement être autour de 1, peut-être 1,5. Hein, peut-être que vous allez dire, moi, ça vaut à peine 100 000, parce que le 200 000, là, c'est pas vrai que c'est vraiment des profits, c'est un salaire. Il y a une partie du 200 000 que si tu n'existais pas, il faudrait que j'engage quelqu'un pour faire ta job, puis je le paierais pour faire ta job, à peu près 150 000 par année. Donc, c'est juste 50 000 de profit qu'elle génère. Puis ce 50 000-là, comme elle est risquée parce qu'elle dépend beaucoup de toi, va te payer 1 fois et demi, peut-être 2, gros max. Là. On disait tantôt 2, là, quand ça commence à être risqué. 2 fois 50 000, ça veut dire 100 000. Fait, vous allez dire à cette dame, je vais acheter ta business pour 100 000, puis elle va dire, t'es-tu malade? Si ça vaut bien plus que ça, j'ai passé ma vie là-dedans. Ça fait 30 ans que je travaille là-dedans. Alors, voyez-vous que sa valeur émotive, elle est grosse de même. Elle pense que ça vaut 2 millions. Et en plus, elle pense que ça vaut 2 millions parce qu'elle s'est fait dire par tout le monde qui ne connaissait rien, ben, voyons, on a une business, ça se vend 5 fois les ventes, ou 2 fois les ventes, ou 10 fois les profits. Hein? Toutes sortes de règles que tout le monde a inventées à gauche et à droite sans les comprendre. Là. Puis ils répètent des règles. Ce pas des règles de con en passant, c'est des shortcuts. Hein? C'est des règles rapides. Je vous ai montré tantôt comment on arrive avec 5 fois le profit. Hein? C'est parce qu'on cherche 20 de rendement par année sur son capital. Fait que c'est de là que ça arrive, la notion de 5 fois. Puis c'est une notion pas mal universelle. On a tout dit qu'on serait à peu près confortable entre 3 et 5 ans maximum. Fait que forcément, c'est à peu près universel. Fait que quand on dit dans une business de software comme André est dans une business de software, combien vaut une business de software, André, dans ton industrie? On achète ça combien à peu près? Facilement de 10 à 15. 10 à 15 fois le profit, mais souvent, ils sont en multiple des ventes. Souvent, Produit, ouais, dans le service, ça serait peut-être 2 facteurs de 2. Hein? Donc, on peut parler dans le software, là, dans l'industrie, c'est n'importe où entre 1 et 2 fois les ventes. Puis des compagnies de software en forte croissance, ça va être même 3, 4, 5, 10 fois les ventes. Okay? Mais on parle même d'un multiple de ventes. On va dire 1 fois les ventes. Pourquoi? En fait,
on pourra faire la mathématique, puis vous verriez que une fois les ventes, ça équivaut probablement à 5 fois les profits. Parce qu'ils font à peu près 20 de profit sur les ventes. Fait que 20 par année, fois 5, ça fait une fois le chiffre d'affaires. Vous avez suivi? C'est vrai que ça va vite en maths. Ceux qui n'ont pas suivi les maths, vous n'êtes pas dans le bon job. Okay? On ne peut pas être en affaires si on ne sait pas compter. Il y a 3 qualités fondamentales pour un entrepreneur. La première, le leadership. C'est super bon. La première, le leadership. Capable d'enrôler les gens, capable de les embarquer dans vos projets, capable de convaincre ces gens-là de vous suivre, hein? Capable de vous projeter dans le temps. Je dirais le leadership. La deuxième qualité, la vision. Donc, d'avoir un sens d'observation. La vision, c'est les yeux. Là. Avoir un sens d'observation aiguisé sur l'avenir, puis une bonne acuité pour la prédire, cet avenir-là, pour prédire votre positionnement. Vision, acuité. Donc, vision, leadership. Puis la troisième qualité extraordinaire, c'est savoir compter. Il n'y a pas aucun grand entrepreneur qui ne sait pas compter. Pensez-y. Là. Jean Coutu, pensez-vous qu'il ne sait pas compter, ce monsieur-là? Alain Bouchard, Rémi Marcoux, Pierre Péladeau-Père, Pierre-Carl Péladeau. Nommez-en un que vous savez assidûment qui ne sait pas compter. Puis je ne vous créerai même pas. Il n'y en a pas. Alors, si vous ne savez pas compter, vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres, get your things together. Okay? Allez apprendre ce que je vous ai raconté dans la dernière heure, là. Apprendre le rendement sur le capital, les multiples, comment on valorise les chiffres. Lisez Google, vous n'avez aucune raison de ne pas connaître ça. Moi, je ne suis pas à l'école. Je ne suis pas plus brillant que la moyenne des ours. Là. Je ne suis pas à l'école. Comment j'ai appris tout ça? En fouillant. Il y a des livres sur comment valoriser son entreprise. Il y en a des tonnes qui ont été publiés sur le sujet. Il y a des sites Internet, des pages et des pages et des pages et des vidéos sur le sujet. Vous n'allez rien comprendre. C'est pareil comme apprendre une nouvelle langue. Première fois, on ne comprend rien. Deuxième fois, on comprend 2-3 mots. 10e fois, on est capable de faire une phrase. 100e fois, on est déjà capable d'avoir une conversation. Même affaire avec la finance puis l'organisation financière de votre organisation. OK? Alors, vous devez comprendre ces mécanismes-là pour être capable d'évaluer l'entreprise. Et si vous voulez faire de l'argent avec votre entreprise, je vous suggère de connaître ça comme il faut. Parce que l'acquéreur, lui, il va connaître ça. Hein, l'acquéreur qui va acheter ta maison, là, lui, il sait comment évaluer une maison. Puis s'il ne sait pas, il s'est engagé quelqu'un pour valoriser ta maison. Puis il va aller checker comparable dans ton industrie, puis dans tout ton terrain, puis il va enlever la piscine, puis rajouter la piscine dans ses comparables pour dire ta maison, je t'offre 522 000 pour. Mais si toi, tu n'as jamais fait le travail, tu n'as aucune espèce d'idée, comment tu sais si c'est une offre raisonnable ou pas? Comment tu sais si l'offre qu'on t'a faite pour ta maison est correcte ou pas? Alors, comment tu sais pour ton entreprise? Tu n'as aucune idée comment valoriser l'entreprise. Comment vas-tu savoir le jour où tu vas la vendre si le prix est bon? Comment vas-tu savoir le jour où tu vas en vendre un petit bout à une personne qui va devenir actionnaire dans ton organisation, que tu fais un bon deal, si tu n'as aucune espèce d'idée comment vaut ton entreprise? Donc, le troisième skill super important pour tout entrepreneur, définitivement, apprendre à compter. Sur ça, il me reste peut-être un 10-15 minutes de questions. Même plus. J'ai coupé les questions. On a le temps de prendre, trois questions. J'en avais une ici. Monsieur, allez-y. Allez-y. Oui. Comment vous faites la nuance entre la commission d'une compagnie de service ou une compagnie de produits? C'est une différence? OK. La question, c'est comment on fait la nuance entre une compagnie de service et une compagnie de produits? On va répondre toute la gang ensemble. Est-ce que c'est plus risqué une compagnie de service ou une compagnie de produits selon vous? Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui peuvent prendre l'ascenseur tous les soirs pour aller travailler chez les concurrents, décider de ne pas rentrer le lendemain matin, de pogner les fesses à un employé il y a 20 ans et d'accuser aujourd'hui d'agression sexuelle. OK? Alors, combien vaut une compagnie de service versus une compagnie de produits? Voilà. OK? Combien? Ça va être ta question à toi maintenant. Ça va être ta question à toi de voir comment tu veux valoriser une compagnie de service. Ça a 800 000 employés, elle vaut probablement plus cher que ça en a 8 employés. Parce qu'à 800 000, il faudrait qu'on en perde un méchant paquet d'employés pour que tu sois affecté. Ça en a 3. À perd un des employés, elle a perdu le tiers de ses actifs, la tiers de sa valeur dans un des 3 employés. Besoin des asseoir puis des faire signer des contrats très solides pour garder la valeur de ton entreprise. L'entreprise de service, de façon normale, les multiples sont moins élevés parce que la notion de service est souvent très arbitraire, elle peut disparaître du jour au lendemain. Mais si elle est garantie par des contrats écrits, bien là, elle vaut plus cher. Si tes contrats écrits sont indépendants de ton staff, elle vaut encore plus cher. Tu comprends? Parce que là, tes revenus sont garantis, peu importe qui va les livrer. Elle vaut plus cher. OK? Donc, plein de facteurs. Madame, tu avais une autre question? Oui. Oui. Combien vaut, est-ce qu'il y a une nuance sur une compagnie de services versus une compagnie de produits dont les produits ont une date d'échéance? Comme des biens consommables. Comme du yogourt. Des cosmétiques, du yogourt, des choses qui, après un certain temps, et puis bon. Est-ce que ça vaut le même prix, vous pensez maintenant, une compagnie de produits dont les produits sont périssables versus une entreprise de service?
C'est-tu encore la même chose? C'est la même chose que services et produits. Automatiquement, il y a une durée de vie. Donc, un produit qui a une durée de vie indéterminée, selon moi, va valoir plus cher qu'un produit que... OK. Est-ce que ça existe, ça, des produits qui ont une durée de vie indéterminée ou indéfinie? Ou, Non, ils ont tous une durée de vie, hein? Donc, il y en a qui sont 3 mois, d'autres 3 jours, d'autres 3 ans, d'autres 30 ans. Mais ils ont tous une durée de vie. Alors, la réponse, c'est plus ou moins vrai. OK? C'est-à-dire que la compagnie de produits, même s'il y a un périssable, dans l'opération de l'organisation, c'est donc un produit probablement de consommation. Hein, c'est périssable, c'est qu'on va en acheter régulièrement. Donc là, on ne va pas calculer la durée de vie ou la prévisibilité des revenus de la même façon. On va les calculer avec d'autres mathématiques que je ne veux pas embarquer, mais les churn rates, puis les taux de rétention de la clientèle. Puis bon, on va aussi donner de la valeur à la marque du produit, parce que ça prend du temps à bâtir une marque. Donc, on va aussi donner une valeur à la marque. OK? Alors ça aussi, ça va être pris en considération. On a une question ici. Oui. Bonjour. Où quelqu'un serait un entrepreneur, quelqu'un qui a le goût d'être un entrepreneur ou qui a vraiment la passion entrepreneuriale, qui a un intérêt général envers plein d'industries, mais pas nécessairement de passion dans aucune de ces industries-là. Comment, je pense que vous avez un peu le profil de quelqu'un qui touche à tout à un certain niveau, comment est-ce que vous choisissez vos industries et dans quoi vous allez opérer? OK. Il y a deux questions dans sa question. Premièrement, quelqu'un qui a un intérêt général pour les affaires, mais pas nécessairement une passion précise pour un secteur. Et, oups, on bifurque à, puis comme vous, là, qui avez des intérêts dans n'importe quoi, là, comment vous faites pour choisir vos entreprises? Alors, la première question, en fait, qu'il veut savoir, c'est est-ce que je peux m'intéresser dans une business si j'ai de l'intérêt général pour les affaires, mais pas nécessairement une passion pour un domaine en particulier? Je vous dirais oui. OK? Oui, c'est-à-dire qu'on peut devenir un excellent gestionnaire d'une entreprise pour laquelle on n'a pas nécessairement une grande passion pour le produit. Un excellent gestionnaire, c'est-à-dire capable de piloter le bateau, puis les commandes du bateau et tout ça. Mais on ne sera jamais un grand capitaine, hein, parce qu'il va y avoir des intempéries. Il va y avoir des moments très difficiles d'adversité. Et si tu ne tripes pas sur ce que tu fais, ces moments-là, tu vas avoir envie d'abandonner. Et cette envie-là va être tellement grande qu'une fois sur deux, les bons capitaines vont chercher un nouveau bateau à conduire plutôt que de rester dans la tempête. Okay? Alors, l'entrepreneur, il va rester dans la tempête parce qu'il tripe sur ce qu'il fait, parce qu'il va trouver une solution, parce qu'il va pivoter, parce qu'il a mis sa vie au complet dans l'histoire. Parce que c'est ça, l'entrepreneuriat. Tu comprends? Alors, maintenant, la deuxième question, comment moi, Serge, fais pour être investisseur dans un paquet de business? C'est contre-intuitif, ou du moins, c'est anti ce que je viens de dire. Bien, la réponse, c'est que je prends juste des positions minoritaires. Je choisis un entrepreneur passionné dans son domaine, puis je vais être actionnaire avec lui dans une proportion minoritaire. Je vais m'assurer qu'il y a assez d'actions dans sa business pour se sentir interpellé et se sentir impliqué dans la baraque pour donner son 150 % pendant les 365 jours que compose une année et les 7 années qui vont suivre dans sa vie d'entrepreneur. Okay? Donc, je garde une position souvent très minoritaire. Ça peut aller jusqu'à très rares occasions, 5-6 %. Puis dans le meilleur des mondes, 25, 20, 30, 35. Puis le pire des scénarios, 50. Je dis pourquoi le pire? Parce que là, je suis presque à la même place que l'entrepreneur. Fait que si ça va pas bien pour lui, il va se retourner, il va dire, bien, prends les commandes, toi. Moi, je ne veux pas les prendre. Je ne connais peut-être pas son domaine comme il faut. Alors, je ne veux pas aller jusqu'à cette extension-là. Et pourquoi je ne prends pas 5 %? Faites le calcul rapide, mais si je prends 5 % d'une compagnie, pour que ça soit intéressant pour moi, il faut que la compagnie crée de la valeur beaucoup à peu de temps. Hein, ça fait juste créer 50 000 ou 200 000 de valeur par année. J'ai 5 %, ça va me donner techniquement 10 000 de valeur par année. Ça va me générer 10 000 $ par année. Hein. 10 000 $ par année, je peux me trouver une job quelque part qui va me donner pas mal plus que ça. Tu comprends? Fait que si je prends juste 5 % dans une business parce que je pense qu'elle a vraiment tout pour générer 2 millions, 3 millions, 5 millions de valeur, 5 % de 5 millions, ça commence à être intéressant. Mais c'est quand même pas une fortune. Hein? 5 % de 5 millions, c'est combien? C'est 250 000. Et 250 000, ça a pris 5 ans pour créer 5 millions. Ça va donner combien par année? 50 000. Vous voyez que quelqu'un qui prend 5 % d'une compagnie, hein, il faut qu'il y ait une méchante grosse croissance anticipée pour que ça vaille vraiment la peine pour lui. Okay? C'était la dernière question. Effectivement, c'est la dernière. Alors, on remercie beaucoup. Applaudissez-le. Un gros merci à Serge Beauchemin. Dernier mot, si vous êtes tout mêlé, c'est parfait. Okay? C'est ça le but. Vous êtes ici à l'École Entrepreneurship de Montréal. Vous êtes ici pour apprendre, allez faire vos devoirs. C'était ça le but. Je ne voulais pas vous faire ça facile l'après-midi. Puis, si vous êtes toutes mêlées... Oh, je vais parler fort. Tu peux prendre la main ici. Si vous êtes toutes mêlées, sachez que sur notre chaîne YouTube EEMTL, la conférence va être disponible aussi d'ici à peu près une semaine. Merci. Ah, puis au niveau logistique, peut-être prendre les escaliers pour descendre, parce que si tout le monde veut prendre les ascenseurs en même temps, on va peut-être avoir un petit problème logistique, donc prendre les escaliers. Merci beaucoup, bonne fin de journée. C'est meilleur pour la santé.